c'est parti. Attends, j'attends parce qu'à chaque fois que je lance un enregistrement, ça. Et j'espère que ça plante pas mon PC. Arrête, hein. Non, nous porte pas la poisse. Bah, si ça plante, mais on verra. Bon, allez. 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quantum, l'actualité du quantique. Toujours avec le fameux, l'inénarrable Olivier Ezrati. Bonjour Olivier. Bonjour. Et moi-même, Fanny Bouton, qui continue aussi à gratter et envoyer plein de sujets à dépioter à Olivier, qui continue à fact-checker tout ce qu'il trouve, tout ce que je lui envoie. Alors, cette semaine, on va avoir 3 petites thématiques. On va commencer par les podcasts, parce qu'on ne fait pas que celui-ci, Quantum, on en fait d'autres. Et on en fait entre autres un nouveau avec French Web, ça s'appelle Décode Quantum. Et on interviewe pas mal de monde. On a commencé par nos fameuses top 5 du quantique, donc les chercheuses. Et on a commencé avec Pascale Senelard. Est-ce que tu peux nous résumer vite fait ce qu'on peut trouver dans cette interview qui dure presque 1 heure ? Avec Pascal, parce qu'on en a fait 5 déjà. Bah oui, mais la première, on parlera des trucs plus tard. On parlera des autres. Avec Pascal, on a raconté son parcours. C'est toujours intéressant pour les chercheuses comme les chercheurs de comprendre un peu le parcours qui amène des jeunes et des scientifiques à s'intéresser à cette branche de la physique qui est quand même pas la plus connue. On a regardé ce qu'elle faisait aussi bien en tant que chercheuse au CNRS et aussi en tant que cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Candela. On a étudié aussi la question des fameux hubs, disons la manière dont les écosystèmes se construisent, des enjeux dans l'enseignement. Donc c'était une discussion très très riche et très intéressante qui est la première d'une longue série qui va continuer. Exactement. Et donc la prochaine, ce sera avec Alexia Ofèvre. Donc vous pouvez le retrouver. Alexia Ofèvre, il faut dire le nom en entier quand même. Ofèvre, pardon, c'est vrai. Et donc le premier est déjà disponible, donc c'est Décode Quantum. Vous pouvez le trouver via French Web et c'est sur Spotify, Deezer, toutes les bonnes plateformes. Voilà, Google Podcast aussi, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est un peu plus long encore et un peu plus scientifique, mais ça permet d'apprendre plein de choses de ces fameuses chercheuses. C'est presque une mémoire audio de l'écosystème qu'on est en train de créer. Oui, et de ce qui se fait actuellement, et on essaiera d'y revenir très régulièrement. Alors, un autre sujet de la semaine, c'est... et surtout, si vous voulez postuler, si vous êtes une start-up, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans le quantique, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez être interviewé dans ce podcast. On a un backlog qui est déjà assez chargé, mais on peut le remplir. Oui, normalement, on a de quoi faire une 30aine de podcasts, mais on ne voudrait pas rater des gens intéressants qu'on n'aurait pas vus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Autre sujet, c'est le projet de Maud Vinet à Grenoble. C'est un projet de recherche fondamentale via le flagship. Elle a eu justement a priori des nouveaux budgets. Tu peux nous raconter ça, Olivier ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas le projet de Maud Vinet en tant que tel. C'est-à-dire il y a un projet du fameux flagship européen d'1 milliard qui a été attribué à une équipe de plusieurs labos. Je crois qu'il y a entre 15 et 20 labos en Europe, qui va être coordonné effectivement par l'équipe quantique de Grenoble sous la houlette de Maud Vinet et qui va s'investir sur la recherche fondamentale autour des qubits de silicium. Et ça va compléter en fait un autre projet qui avait été financé par l'Union européenne par un autre mécanisme qui s'appelle les ERC Synergy Grant, qui avait été obtenu en octobre 2018. Alors dans les deux cas de figure, c'était de l'ordre de 14 à 15 millions d'euros. Dans le cas de l'ERC d'octobre 2018, c'était 14 millions qui allaient financer vraiment l'équipe de Grenoble. Et là, dans le cas présent, qui a été obtenu il y a quelques semaines à peine, c'est un montant équivalent de l'ordre de 15 millions, mais qui va être étalé sur donc plus de 10 labos. Le montant qui va atterrir en France va juste permettre de financer quelques étudiants et quelques doctorants. Par contre, ça va permettre de coordonner l'ensemble de la recherche fondamentale autour du silicium en Europe. Et ça fait partie des éléments de stratégie européenne que l'État français d'ailleurs souhaitait développer. C'est comment faire en sorte qu'il y ait un maximum de coordination qui se fasse pour faire avancer la recherche en Europe autour du calcul quantique. C'est pas le seul domaine où il y a de la coordination. Il faut savoir que dans les projets flagship qui avaient été accordés en octobre 2018, il y avait déjà d'autres projets où des laboratoires, notamment du CNRS, étaient impliqués, que ce soit dans le domaine de la photonique ou dans le domaine des atomes froids ou dans le domaine de la cryptographie et des télécommunications quantiques. Donc ça consolide en gros la capacité de la France à coordonner des projets européens. D'accord, bon, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle, oui. Bon.
Une dernière et une autre bonne nouvelle dans ces temps un peu particuliers, c'est la France qui est plutôt bien placée. Elle serait quatrième nation en nombre de startups dans les technologies quantiques, juste derrière les USA, les UK et le Canada. C'est pas mal ça. Bah, c'est plutôt bien parce que quand je m'amuse à regarder les classements en nombre de startups sur les deep tech, très souvent la France est classée entre 8, 9 et 10, quoi. C'est pareil quand on fait des classements des pays innovants ou des pays en écosystème d'innovation ou d'entrepreneuriat. Et là, on se trouve à être quatrième, ce qui est quand même pas mauvais. Je vais vous donner les chiffres, hein, sur 185 startups que j'ai identifiées, parce qu'il y a plein d'indicateurs qui existent sur le marché. Il y en a qui donnent 300 startups et qui n'en sont pas souvent. Il y a des entreprises de services que je ne compte pas là-dedans. Et donc, dans ces 185 startups identifiables aujourd'hui, j'en ai 46 américaines. Il y en a 28 qui sont issues du Royaume-Uni. Et il faut savoir que c'est lié, entre autres, à une initiative de ce pays-là qui a démarré en 2013, hein, pour pousser la dynamique de l'écosystème quantique avec des financements de l'État. Le Canada est numéro 3, et ça rappelle ce qu'ils ont fait aussi dans l'intelligence artificielle. Ils ont 24 startups et nous, on en a 19. Donc finalement, on n'est pas ridicule. Alors évidemment, si on s'amusait à regarder les montants levés, je pense qu'on serait probablement moins bon, en tout cas pas aussi bon dans les mêmes proportions, puisque si on prend les Anglais qui avec Psyquantum a levé 230 millions de dollars, ou D-Wave aux USA, ou Zapata, ou QCware qui ont levé des dizaines de millions d'euros ou de dollars, évidemment on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout, et ça je pense que c'est un message qui est assez positif, c'est qu'on a beaucoup de startups françaises qui sont créées par des chercheurs. Alors très souvent on dit oui, les chercheurs, ils ne sont pas entrepreneurs. Ben non, dans le quantique, la grande majorité des startups, elles ont été créées par des chercheurs, y compris des chercheurs qui viennent du CNRS. Donc, c'est plutôt encourageant. Et d'ailleurs, il y a un autre élément d'information que je trouve encourageant, c'est que parmi ces 185, il y en a 10 qui sont financés par un fonds français qui s'appelle Cantonation. Alors ça, c'était un des points que je voulais aborder, mais en effet, du coup, Cantonation, donc c'est Christophe Jurzac et puis Charles Becbédé. Ouais. Voilà, exactement. Et eux, ils investissent beaucoup et ils investissent pas mal en France aussi. Hein, Alors, c'est un fonds qui est assez original parce que de ce que j'en vois au niveau des fonds d'investissement dans le monde, c'est un des rares fonds, il n'y en a même pas plus que les doigts d'une main, qui est entièrement dédié aux technologies quantiques. Ils ont investi dans 10 projets aujourd'hui, dont 4 français. Donc c'est devenu un fonds international. Ils ont investi dans des projets canadiens, suisses, anglais, américains. Et 4 entreprises françaises. Alors, l'une des plus connues, c'est Pascal, qui est une start-up qui veut créer un calculateur à base d'atomes froids, qui est une des technologies de qubits pour faire des calculateurs quantiques. C'est intéressant parce que ça donne une position un peu, pas de tour de contrôle, mais de regard international d'un fonds français sur ce domaine-là. Parce qu'ils scannent en fait beaucoup de projets à l'échelle internationale. Christophe Jurzac, qui gère le fonds avec Olivier Tonneau, il passe beaucoup de temps à l'étranger pour aller regarder ce qui se passe dans tous les écosystèmes. Ça nous donne une vision globale, ça nous permet d'avoir un fonds qui va investir de manière avisée, même si, bon, ils auront leur biais comme n'importe quel fonds. Et c'est intéressant. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait un deuxième et un troisième qui se lancent dans le domaine, sans forcément être aussi spécialisé que Cantonation, mais c'est un signe intéressant de la construction d'écosystèmes. Et il faut savoir que Cantonation, ils ont aussi créé une structure censée développer l'écosystème quantique qui s'appelle le Lab Quantique, qui est en gros un mélange de structures d'incubation, d'accélération et d'accompagnement de l'écosystème. Alors c'est en cours de constitution, hein, c'est pas terminé, mais ils envisagent de jouer un rôle important en complément des écosystèmes qui sont centrés sur Saclay, sur Paris et sur Grenoble, qui sont pilotés par nos chercheuses dont on a déjà parlé, Pascal Sonnelard, Alexia Ofev à Grenoble, et puis Eleni Diamanti qui est en train de prendre ça en main pour Paris, quoi. Ok. Bon, alors on va continuer avec notre gros dernier sujet du jour, c'est les défis du fact-checking scientifique et aussi dans le quantique. Parce que depuis quelques semaines, alors c'est vrai que bon, on va pas parler trop, on va pas essayer d'aborder trop le Covid et de se miner un peu plus. On est assez bien confinés chez nous. On en parle, mais on se porte. Mais aiguiser un peu son esprit critique et scientifique, ça fait pas de mal. Et entre autres, on s'est rendu compte que dans le quantique, il y avait déjà du boulot à faire, mais que ça allait sur tout ce qui était médecine en général.
Et c'est parti entre autres d'une petite blague. J'étais à la salle de sport, j'ai trouvé un petit magazine Senior Actu. Je m'étais dit, je vais le ramener à ma grand-mère qui a 99 ans. Puis j'ai pris la bonne idée de vouloir le feuilleter avant de lui filer dans le métro. Et là, j'ai découvert 4 pages fabuleuses sur le médaillon quantique qui soigne tout. Et là, évidemment, ça m'a hérissé les cheveux parce que je me suis dit, je ne vais pas lui filer de la lecture comme ça sur ce sujet-là, ça me paraît bizarre. Et on a échangé là-dessus et tu as été gratté pour voir quand même tout le bazar qu'il y avait derrière et comment on arrivait à aller vendre un médaillon qui, soi-disant, soigne toutes les maladies, y compris peut-être le Covid. Et je vous conseille donc de ne pas l'acheter. Mais Olivier, est-ce que tu peux nous raconter du coup comment tu as été fact-checker tout ça ? Parce que moi, je n'avais pas le temps à ce moment-là, donc je t'ai demandé d'aller regarder et ta démarche a été assez intéressante. On a découvert plein de choses. En fait, la démarche, on a essayé de la démarrer au moment du CES, tu te rappelles bien, quand on a fait nos restitutions sur le CES, notamment avec Cap Digital et Systématique et Business France fin janvier. On s'était posé la question du fact-checking scientifique de certains produits un peu louches qu'on voyait au CES. Oui, on avait déjà vu d'ailleurs, même au CES, des produits louches dans le quantique. Oui. On avait vu un pseudo-système de glycémie qui était censé être quantique, alors qu'il s'appuyait sur un effet quantique qui date de 1905, l'effet photoélectrique avec de l'infrarouge, qui n'avait rien de nouveau, c'était juste de l'habillage. On avait découvert un amplificateur de guitare quantique aussi, qui utilisait des transistors, c'est un truc qui vient de sortir récemment. Donc on a vu qu'il y avait quantum washing, c'est-à-dire que on en met à toutes les sauces, y compris là où il y a juste des photons, parce que en effet, le photon est une particule élémentaire. Voilà. Donc, et donc la question qu'on s'est posée et que je me suis posée dans l'article que j'ai publié là cette semaine, c'était finalement qu'est-ce qu'on pouvait utiliser comme méthode pour éviter de se faire avoir, en fait. Et c'est pas évident. Il y a beaucoup de papiers qui circulent aujourd'hui dans la littérature sur le fact-checking en général. Beaucoup de papiers très bien faits, d'ailleurs, que j'ai trouvé à droite à gauche. Alors, surtout sur le fact-checking économique ou politique, parce que les politiques font partie de ceux, dans certains pays en tout cas, qui sont les plus prolixes en termes de fausses nouvelles. On a un certain président américain qui est assez créatif de ce point de vue-là. Mais dans le domaine scientifique, c'est pas évident. C'est-à-dire que dans le domaine scientifique, c'est encore moins évident que dans le domaine politique de fact-checker une information. Pourquoi ? Parce que très souvent, il faut avoir un background scientifique minimum pour détecter, identifier le vrai et le faux. Parfois, on est dans des zones d'ombre, on est un peu entre les deux, donc c'est pas forcément évident. Donc j'ai essayé de mettre en avant dans le papier quelques-unes des méthodes qui permettaient d'abord de détecter qu'il y avait des bizarreries dans l'information qui était publiée, et puis après des méthodes d'analyse plus ou moins scientifiques pour creuser la chose. Alors on en a vu un paquet des trucs dans le quantique. Ouais. Il y a le fameux médaillon que tu as découvert là. Alors, ce qui était assez marrant, c'est que le médaillon, et c'est pas le seul, il y a d'autres produits du même genre. J'ai détecté le Physioscan, c'est des systèmes qui sont censés écouter les fréquences émises par les cellules pour détecter les dysfonctionnements Bon, voilà, ça analyse le niveau énergétique des organes, on ne sait pas trop comment. Et il y a plein de produits comme ça. Il y a aussi des cristaux magiques. J'ai trouvé des cristaux magiques d'un truc qui s'appelle Arc Crystal, qui est vendu par une boîte américaine créée par un pseudo-scientifique qui a inventé des théories d'unification de la physique et qui a même trouvé qu'il y avait des trous noirs dans les protons. Donc, et le gars a quand même réussi à mettre en place un modèle de vente pyramidale, quoi. C'est extraordinaire. Ça vaut le Herbalife. Exactement. Et le mec, il a même réussi à vendre des t-shirts avec des cristaux magiques pour être en meilleure santé, quoi, à 57 €. Donc, on a un nombre d'escrocs pseudo-scientifiques dans la nature. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que comme ces gens-là, ils savent qu'une partie de leur clientèle va douter, ils utilisent des méthodes assez tarabiscotées pour tromper les gens. Et notamment, ils vont expliquer que leur truc est scientifique. On va dire, c'est pas une escroquerie, mais non, c'est prouvé scientifiquement. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des tests. Donc, ils font des tests en laboratoire. Alors, c'est comme le test de Dr Raoul, là. Donc un test en laboratoire, ça doit être bien. Donc tu te dis, c'est sérieux, c'est prouvé scientifiquement, et donc qu'est-ce que tu fais ? Comme pour le fameux test de Raoul là, récemment, tu te dis, je vais regarder le protocole de test utilisé, je vais regarder quel est le laboratoire qui a fait le test, et voir s'il n'y a pas des biais statistiques dans l'histoire. En général, quand tu creuses, tu trouves des loups, évidemment. Tu te retrouves avec des échantillons de 10 personnes, tu te retrouves avec des biais de mesure divers et variés. Tu te retrouves avec des biais positifs pour prouver que ça marche. Alors, le fameux Ocean's Life, là, c'est quand même extraordinaire. Ils ont testé un impact du médaillon sur la capacité à faire pousser des graines dans un verre. Non, pas des graines, je confonds avec, je confonds avec le Arc Crystal. Ouais. Non, Ocean's Life, c'était des développements de bactéries dans un verre. Oui.
Bon, alors il montrait quand il posait le médaillon sur le verre, les bactéries se développaient moins. Alors j'ai vérifié, je me suis dit, tiens, est-ce que ce ne sont pas des bactéries aérobies, des bactéries qui se développeraient grâce à l'air et à l'oxygène? Manque de bol, non, c'est des bactéries anaérobies, donc ils sont censés se développer sans oxygène. Mais rien ne prouve que le fait qu'ils aient placé le médaillon sur le verre explique que les bactéries se développent plus ou moins de 30%. Il peut y avoir plein d'autres paramètres. Et ça, c'est lié à un principe scientifique qui est utilisé pour nous tromper de manière assez fréquente, y compris d'ailleurs en politique, c'est le fameux biais qui confond la corrélation et la causalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut très bien prouver par l'expérience qu'il y a une corrélation entre le fait de placer un objet à tel endroit et le fait qu'il se passe quelque chose, mais ça ne prouve pas qu'il y a une relation de causalité directe. Ou en tout cas, ça ne prouve pas que les propriétés de l'objet qui sont commercialisées sont celles qui expliquent le phénomène. Et donc, il faut avoir un énorme recul scientifique pour se rendre compte qu'on est en train de nous avoir. Et si ça se trouve, les gens qui ont fait l'expérience, ils y croient à leur truc. Alors, il y en a un autre qui m'a bien fait rigoler cette semaine, c'est toi qui m'as fait découvrir. Bah oui, c'était un post Facebook d'un type qui racontait que, en fait, grâce à la physique quantique, on pouvait mesurer le taux vibratoire des particules, des cellules, des organes vivants et même des bâtiments, et avec une échelle qui s'appelle le Bovis. Moi, je ne connaissais pas le Bovis. Tu connaissais le Bovis, toi? Non, je connaissais les bovins, mais pas les bovis. Voilà, le Bovis, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ça reprend le nom d'un gars dans les années 30, 1930, hein, qui est en fait un des promoteurs de la radiesthésie. Vous savez, c'est les trucs de sourcier avec des pendules qui utilisent des échelles pifométriques pour détecter de l'eau ou n'importe quoi. Et cette échelle avait été faite de 0 à 20 000 à l'époque pour détecter le niveau d'énergie vibratoire des aliments et qui permettait comme ça de détecter qu'un aliment était pourri ou pas pourri, ou en bonne santé ou pas en bonne santé. Et alors, c'était trop marrant parce que j'ai essayé de voir comment cette échelle était évaluée pour un aliment. Donc en fait, l'échelle, en fait, c'est tu tiens la cerise par la queue, elle est plus ou moins pourrie, et en dessous de la cerise, tu poses un papier que tu tiens à la main avec l'échelle, et la cerise est censée s'arrêter à l'endroit qu'il faut sur l'échelle du papier, quoi. Il ne faut pas avoir Parkinson quand tu fais le test, quoi. Il vaut mieux pas mesurer ta PCR, comme on dit, ta polymerase chain reaction, pour détecter le Covid avec cette méthode-là, quoi. Ouais. Et donc, dans le papier, il est indiqué que le bovis du virus, le fameux Covid-19, elle serait de 170 000. 170 000 quoi? La bovis, bovis, qui est une échelle pifométrique. Okay. Et là, tu te dis, il se fout de notre gueule quand même, parce que tu te dis, mais c'est mesuré comment? Ils n'expliquent même pas comment ils l'ont mesuré. Le virus, ils l'ont isolé comment? Ils l'ont posé comment ils l'ont calculé? Donc, il n'y a aucune indication sur comment c'est mesuré. Et j'ai googlisé le truc dans tous les sens. Hein. Et j'ai juste découvert que le niveau de bovis de ce virus était le même que celui de la basilique Notre-Dame du Port de Clermont-Ferrand. Ah merde. Alors les Auvergnats, ils vont peut-être pas apprécier parce que ils vont trinquer fort. On mélange le spirituel avec le vivant là, c'est un peu compliqué quoi. Non, moi j'avoue que la petite phrase qui m'avait fait arracher les cheveux quand même dans cet article qu'on m'a poussé et où on m'a dit que je devrais lire plus de choses sur le quantique parce que j'avais rien compris. J'avoue que ça m'a un peu agacée. C'est la fameuse phrase, c'est quand même le Covid est lieu à un saut énergétique quantique dû au lancement de la 5G. Et là, si tu veux, dans ma tête, déjà, ça me met des alertes dans tous les sens. Et donc après, je lis tous les trucs sur les bovis et tout, et je me dis, bon, c'est bien, c'est scientifique, mais what the fuck? Et c'est là où je te l'ai poussé, parce que je savais que tu gratterais, et ça n'a pas raté. Là, il n'y a pas de corrélation prouvée entre l'apparition d'un virus. D'autant plus que des virus du même type sont apparus il y a 20 ans. À l'époque, on était à la 2G. Donc, il faut qu'il n'y a pas de corrélation entre la 5G et les virus, puisque le virus en question n'a rien de particulier par rapport au virus Ebola, par rapport au SARS, qui sont apparus il y a très longtemps. Donc, en fait, il n'y a pas de corrélation. Tu peux prendre n'importe quel événement qui est apparu au moment où le virus est apparu, je ne sais pas, vers novembre ou octobre 2019, et tu peux trouver une corrélation. Je ne sais pas, le développement de TikTok, par exemple, hein, un truc comme ça, quoi. Ou un nouveau jeu vidéo qui a été lancé en Chine, quoi. En fait, voilà, c'est ça, c'est qu'on pourrait créer n'importe quel effet papillon à partir de n'importe quel fait. Il y a toujours un truc qui pourrait s'y raccrocher. C'est juste la façon de le relier, de le raconter, et après d'aller rajouter quelques... Et il n'empêche pas moins qu'il y a quand même des études qui sont faites un peu partout dans le monde pour essayer de voir le niveau de toxicité des ondes de certaines fréquences utilisées dans les 5G, notamment la bande des 5 gigas ou la bande des 26 gigas, ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Il y a des gens qui s'en inquiètent, hein,
qui pensent que ça pourrait exciter des molécules ou l'ADN dans certaines cellules. Il y a des études qui sont en cours. Pour l'instant, ça n'a pas donné de résultats particuliers, mais il y a des inquiétudes. Mais ce n'est pas ça qui peut expliquer forcément l'apparition d'un virus. Ça pourrait éventuellement, mais il faudrait avoir des années et des années d'études, de tests, et pour l'instant, aucune étude n'a montré qu'il y avait une corrélation entre ça. Puis l'autre question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que la 5G a été déployée? Oui. Bon, il se trouve que la Chine est un des pays... Est-ce que le pangolin a été affecté? Alors, en France, il n'y a pas trop de risques. On n'est pas déployé. On a des tests qui sont en cours dans une douzaine de villes pour l'instant. Donc, la propagation du virus en France, elle est sûrement pas liée à la 5G. On n'y est pas encore. Par contre, en Chine, c'est vrai que la 5G est... En Bretagne, c'est plutôt calme, alors que c'est là où il y a le plus d'antennes, je crois, en test. Donc, où ça? En Bretagne. Oui, mais c'est là où il y a le moins de Covid pour l'instant. Et pour l'instant, les cas, ça a l'air d'aller. Donc, du coup, nous, on peut dire scientifiquement que... Il y a une autre réflexion qu'il faut avoir aussi, c'est de se rendre compte que ces fausses sciences là, qui sont promues par ce que j'appellerais des escrocs, hein, elles utilisent non pas évidemment l'argumentaire scientifique uniquement, mais elles s'attaquent à des faiblesses émotionnelles des gens. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour trouver des parades à des pathologies qui ne sont pas guéries par la médecine traditionnelle. Il y en a qui croient qu'ils vont guérir un cancer avec des procédés miracles, et malheureusement, ils en meurent souvent parce qu'ils n'ont pas utilisé les procédés standards. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les fragilités émotionnelles des gens sont utilisées. Alors, il y a des cas où c'est complètement bénin. Si tu dis que ça va améliorer tes chances en amour, c'est pas grave si ça marche pas. Mais si c'est guérir le cancer, c'est plus grave, quoi. Donc, les croyances et les espoirs, c'est bien de les activer, mais il faut avoir un minimum de responsabilité. Malheureusement, certaines personnes n'en ont pas. Oui, ça s'appelle le portefeuille, c'est leur responsabilité en général. Mais alors, ce que j'ai voulu aussi mettre en avant dans l'article, c'est montrer que le fact-checking, il était nécessaire à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le fact-checking qu'on vient de décrire, qui sont, disons, des cas les plus extrêmes, c'est des fausses sciences, c'est des escroqueries totales. Mais le fact-checking, il est nécessaire aussi dans des domaines qui sont plus flous et moins graves, mais qui existent quand même. C'est l'exagération de la communication des grandes marques. Et dans le quantique, on en voit régulièrement. Hein. On a vu Honeywell, dont on a parlé déjà il y a 2 semaines, qui présentait son ordinateur quantique le plus puissant du monde, alors qu'en fait, il n'existait pas encore. Ils ont présenté un résultat intermédiaire qui n'était pas le plus puissant du monde, en disant que dans 3 mois, ils auraient le résultat le plus puissant du monde. Et les chercheurs disent, oui, mais en fait, entre ce qu'ils ont et ce qu'ils prétendent avoir, il y a encore du boulot, quoi. Donc, ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir vu dans la forêt, quoi. Deuxième cas de figure, qui est un fact-checking qui n'est même pas scientifique, c'est McKinsey, qui, il y a à peine 2 semaines, à l'occasion d'une conférence de presse de Vivatech, qui a depuis été annulée, qui évaluait le marché du quantique à $1 trillion. Alors, quand je vois le chiffre magique $1 trillion, je me dis toujours, il y a une anguille sous roche. Bah, évidemment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le chiffre d'affaires des entreprises qui utiliseront un jour les technologies quantiques. Alors, ça te donne un chiffre qui est miraculeux, parce que les meilleurs chiffres aujourd'hui pour les techno quantiques, c'est de l'ordre de $20 milliards dans 10 ans. Donc, quand tu passes de 20 à 1000, il y a un bug, quoi. C'est comme si on disait que le marché du logiciel en France était égal au marché des entreprises qui utilisent du logiciel, c'est-à-dire presque tout le monde. Le café-restaurant, il a du logiciel, donc tu prends tout son chiffre d'affaires et ça devient le marché du logiciel. Bah non, quand on évalue la taille d'un marché, il faut faire la part des choses entre la production de la technologie et son usage et la valeur économique de son usage. C'est pas la même chose. Et puis, tous les jours, moi qui suis, comme toi, l'actualité quantique au niveau de la recherche, tous les jours, on voit la presse scientifique qui met en avant un travail d'un laboratoire qui a inventé le truc pour créer l'ordinateur quantique scalable fantastique avec des qubits stables à grande échelle. Et en général, on se rend compte que oui, il y a des travaux de chercheurs qui sont intéressants, mais ils sont souvent focalisés sur un tout petit sous-ensemble d'une technologie testée à toute petite échelle et qui n'a pas encore fait ses preuves à grande échelle industrielle. Et donc, il faut toujours prendre avec des pincettes, même les annonces qui viennent des laboratoires scientifiques, pour les mettre à leur juste niveau. Et notamment, en particulier, celles qui viennent non pas des laboratoires, on va dire, publics, comme en France, le CEA, le CNRS ou l'INRIA, mais aussi les annonces qui sont faites par les acteurs privés, comme IBM et comme Google. On a eu des discussions avec des chercheurs récemment, tous les deux, qui montrent que des choses qui sont présentées comme des avancées industrielles majeures de grands acteurs ne sont que des expériences de laboratoire pas plus impressionnantes que celles d'autres labos, quoi. Donc, il faut prendre du recul. Une autre communication. C'est comme sur un paquet d'amandes, quand on vous met sans gluten, en fait, oui, c'est logique que ce soit sans gluten. On n'a pas enlevé le gluten des amandes, elles ont toujours été sans gluten.
Alors, dans les méthodes qu'on peut imaginer, il y en a plusieurs, elles sont évoquées dans l'article, mais il y en a une vraiment qui marche plutôt bien, mais qui nécessite d'avoir un petit peu de background scientifique, c'est de voir quand le jargon utilisé est complètement décalé par rapport au domaine scientifique en question. Donc, par exemple, si vous avez une boîte qui vous dit qu'elle a inventé un truc magique à base de quantique, très souvent, elle va parler de vibration, d'énergie et d'onde, mais alors sans être précis. Et ça, ça doit complètement faire exploser votre détecteur de pipeaux, parce que c'est pas comme ça que les physiciens parlent. Les physiciens, ils parlent de superposition, quand ils parlent de fréquence, ils donnent une fréquence précise, ils parlent d'interaction lumière et matière, mais avec des détails, et c'est précis. Quand vous dites, oui, on va mesurer la vibration, aucun physicien va parler de vibration. Éventuellement, ils pourront parler de phonons, qui sont des propagations de vibrations entre des atomes, mais ça, c'est un cas très très précis dans un domaine un peu spécifique. Mais vous verrez jamais des physiciens sérieux parler comme ça. L'énergie évoquée comme ça en général, ça veut rien dire. Donc, il faut se méfier des mots qu'on pourrait qualifier de mots scientifiques valises, qui sont vagues, dans lesquels on peut mettre plein de trucs. Voilà, c'est un bon exemple. Les tests, on en a parlé tout à l'heure, c'est clair. Les médecines ancestrales aussi, il faut s'en méfier. Très souvent, on a vu ça au CES, comme avec l'iridologie, c'est l'analyse de l'œil. Donc parfois, vous avez des sciences anciennes, ancestrales, mais qui sont des croyances, mais qui ne sont pas forcément validées par la science, par l'expérience, et qui sont associées à des technologies récentes, comme l'intelligence artificielle, et c'est présenté comme une technologie merveilleuse, alors qu'en fait, ça ne marche pas du tout, et c'est complètement faux, quoi. Et puis, il y a aussi un domaine vaste qui mériterait d'être étudié, c'est le viol des grandes lois de la physique. Genre les machins qui sont capables de générer de l'énergie à partir du vide, on en voit régulièrement. J'ai même reçu un business plan il n'y a pas longtemps d'un cas comme ça. Bon, en général, ça viole le second principe de la thermodynamique et c'est difficile d'y croire, en tout cas avec l'état de l'art et l'état des connaissances aujourd'hui. Alors, il y a souvent un truc marrant, c'est que les gens vous disent oui, mais il faut savoir que en leur temps, les grands scientifiques que sont devenus Galilée, Newton et Darwin, ils étaient tous incompris et décriés par les scientifiques. Ils n'ont pas été reconnus de leur vivant. Ouais. De leur vivant, peut-être pas, mais en tout cas, ils n'étaient pas reconnus au moment où ils ont fait avancer le champ scientifique qui les a reconnus parfois longtemps après. Alors, je contredis cet argument. Vas-y. Facilement, oui, parce qu'en fait, d'abord, ces gens-là, ils bâtissaient des théories, mais souvent, ils pouvaient les prouver avec des observations. Alors, dans le pire des cas, c'était des expériences de pensée, comme ce que faisait Einstein sur la théorie de la relativité, qui a été vérifiée longtemps plus tard, notamment avec de l'astronomie. Mais ils utilisaient vraiment des méthodes scientifiques. Et surtout, ça c'est quand même une de mes démonstrations, ces gens-là ne commercialisaient pas des gris-gris qui n'avaient pas d'effet prétendant de guérir les maladies à l'époque, quoi. Donc c'est un bon indicateur, quoi. Ils étaient concentrés sur la science, il n'y avait pas d'intérêt commercial derrière ce qu'ils faisaient. Et voilà, quoi. Donc il n'est pas impossible que notre quête de méthodologie pour détecter les fake news scientifiques soit difficile. Il est clair qu'il y en a qui vont trouver qu'on fait fausse route. Oui, est-ce qu'on fait pas les Don Quichotte là? Est-ce qu'on va pas... C'est le risque. Je pense qu'on va se prendre des scuds probablement de certaines personnes. Pour l'instant, c'est pas trop arrivé. J'ai appris quelques-uns cette semaine, ouais, mais bon. On peut s'en prendre. C'est toujours pareil, ça va être un sujet clivant, c'est-à-dire que les gens qui aiment bien l'approche scientifique vont aimer ce genre de démarche. Ceux qui l'aiment pas et qui sont plutôt dans le domaine des croyances vont considérer qu'il ne faut pas les gêner dans leurs croyances. Mais donner quand même des grilles de lecture, donner des méthodes qui permettent quand même d'avoir la puce à l'oreille. Un truc bête, tu tombes sur un produit magique, tu fais une recherche sur Google en anglais et tu rajoutes scam, hoax ou fake news. Tu vas tomber en général sur des tombereaux de sites qui vont t'expliquer pourquoi c'est une escroquerie. Et avec des forums, etc. Alors parfois, il y a des gens qui font de la diffamation, ça peut arriver aussi. Mais en général, c'est un très bon indicateur. Donc c'est des petits trucs bêtes, des petits trucs très pratiques qui permettent de voir ça. Un autre exemple, c'est de voir par exemple comment on manipule les émotions des gens fragiles. Comme les grands-mères dans le journal que tu as vu. Oui, forcément. Souvent, les produits visent des gens fragiles. Un des exemples que je cite dans l'article, c'est des trucs quantiques qui permettent de guérir le diabète. Ça existe, Enfin, ça existe. Et tu es concerné, quoi. Tu connais bien le truc. Donc, je connais bien le sujet. Voilà. Alors, donc, quand je vois ça, je me dis, tiens, c'est marrant. Ça existe qu'aux États-Unis, ça n'existe pas en France. Il y a une raison.
La raison, c'est qu'aux États-Unis, le diabète est assez mal couvert par les assurances santé. C'est-à-dire qu'elle ne couvre pas l'intégralité des soins. Ouais, c'est que Ce ça qui fait que coûte très très cher voilà, si tu es les malade du patients diabète. doivent payer une partie de leur insuline, une partie de leur traitement, alors qu'en France, on est considéré comme ayant une maladie de longue durée et la sécurité sociale couvre 100% des frais liés à cette pathologie, comme dans d'autres pathologies de longue durée. Et donc, comme aux États-Unis, il y a une partie des soins qu'on doit payer soi-même, eh bien, les escrocs vont utiliser des méthodes pour faire croire qu'on peut faire cette économie-là. Et donc, ils utilisent la vulnérabilité de l'argent, en fait, pour toucher ces gens-là. Et comme en France, on est mieux couvert sur ce genre de pathologie, eh bien, il y a moins d'escrocs dans ce domaine-là. Ah bah Donc, ouais. c'est vraiment un angle d'attaque intéressant, c'est de comprendre le type de fragilité qui va être attaqué par les promoteurs de ces solutions-là, quoi. Ok. J'ai une dernière question pour toi, puis après on va s'arrêter parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on bavasse. Est-ce qu'on On a du temps, on pourrait... a du temps. On a du temps. Ouais, mais les gens, c'est peut-être long Ouais. d'écouter toutes nos... Est-ce qu'on pourrait créer une intelligence artificielle à base de NLP pour trouver et débullshiter justement tout ça, parce que c'est quand même compliqué et qu'il faut prendre du temps pour aller chercher les bonnes infos. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui bossent là-dessus chez Facebook ou chez Google. Le traitement du langage, c'est une discipline assez riche, hein, qui est en permanente évolution. Je désespère pas. Pour l'instant, je n'ai pas vu de solution commercialisée, hein, qui permette de faire ce genre de choses. Mais il suffit de voir comment nous-mêmes on fonctionne. C'est-à-dire que quand on lit un papier, au bout de 5-10 lignes, on sent qu'il y a une anguille sous roche, on voit que ça ne va pas. On voit que le jargon n'est pas le bon. Donc, on peut imaginer au moins 2 types de solutions qui pourraient voir le jour, hein, dans les années qui viennent. Une première, ce serait des solutions qui utilisent ce qu'on appelle les ontologies, c'est-à-dire en gros des dictionnaires de mots-clés reliés les uns aux autres et qui permet de segmenter les mots-clés qui sont sérieux ou les phrases sérieuses et les séparer des mots-clés et des phrases non sérieuses. Donc, il faudrait labelliser en fait de grands dictionnaires thématiques de pipeaux d'un côté et de sérieux de l'autre pour pouvoir après scanner automatiquement des textes. Il y a une deuxième méthode que je n'ai pas vue émerger, qui théoriquement pourrait éventuellement voir le jour, qui serait des méthodes basées sur du deep learning, qui seraient carrément des méthodes où on alimente une base avec plein de textes qui sont flagués pipeau pas pipeau, et donc avec une base assez volumineuse, hein, en termes de nombre de textes, et après automatiquement le réseau de neurones serait capable de dire c'est du pipeau, c'est pas du pipeau, avec un pourcentage de chance, quoi. Bon. Je ne pense pas que ça existe encore. Il faudrait probablement une base d'entraînement qui soit très très grande. Je suis pas sûr que ça fonctionne très bien sur des textes complexes. Donc je pense que les systèmes assez basiques à base de dictionnaires, de mots-clés et d'ontologie seraient peut-être plus plausibles. En tout cas, ce serait utile d'automatiser une partie de cette détection. Bon, Pour les ça cas laisse, ça laisse de les cas l'espoir les et plus du graves, quoi. futur Voilà. pour, Ouais. pour les sites de hacks et autres. En tout cas, Et dès que ben, c'est magique, il faut faire gaffe, quoi. Ouais. bon, écoute, merci beaucoup Olivier. Donc, je vous conseille d'aller lire ce fameux article, hein, sur toute la façon d'anticiper et de voir un petit peu comment débullshiter certaines choses. Si vous avez des doutes, posez-vous toujours des questions. Une seule phrase, ça peut permettre de se dire qu'il y a anguille sous roche. Et donc là, il y a 25 pages qui donnent un petit peu des éclairages. Et puis, sinon, nous, on se retrouve dans 15 jours pour parler encore de l'actu quantique. Il y aura sûrement des choses à raconter. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Puis, à très vite. À la prochaine. Ciao. Tac, c'est bon. Et voilà. Hop, arrêtez l'enregistrement.